Savez-vous qu'en 1978, les Boston Celtics ont tout simplement failli ne plus exister ? L'une des franchises les plus iconiques de la NBA, celle qui est la plus titrée, a littéralement changé de ville, changé de nom, passant en quelque sorte des Boston Celtics pour devenir les Buffalo Braves. Alors si cette histoire est un petit peu plus compliquée que ça, elle est pourtant véridique et va nous permettre de nous plonger dans une époque où tout était possible en NBA, jusqu'aux échanges de franchises. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Paroles de Ballers, le podcast qui vous raconte saga après saga, équipe après équipe, les légendes méconnues du basket NBA dans des récits qu'on ne vous a pas encore racontés. Je suis Winston et voici notre deuxième épisode de la Boston Celtics saga. Après avoir revisité les années 60 avec l'histoire d'Ed McCauley, l'homme à l'origine de la dynastie Celtics, on fait un bond temporel jusqu'à la fin des années 70 où les Boston Celtics ont un tout autre visage. La période faste de Bill Russell est maintenant derrière les Celtics, mais s'ils ont tourné la page, le succès est toujours là, au moins jusqu'en 1976, où les Celtics remportent leur 13e titre, mené par John Havlicek, Dave Cowens et Jojo White. Mais c'est là le pic de leur décennie. À partir de 1976, tout se gâte, avec 2 absences consécutives en play-off. Globalement, la franchise est en déclin, avec du talent certes, mais surtout avec le besoin de trouver un second souffle. Et à environ 750 km de là, se trouve une autre franchise beaucoup plus récente, les Buffalo Braves. Fondés en 1970, les Braves sont, comme toute nouvelle équipe, très souvent moyens, voire même mauvais. Ils ne gagnent pas beaucoup de matchs, mais quand même, dans leur 4e année, les choses changent, particulièrement grâce à des très bons choix de joueurs. Ernie DiGregorio gagne le titre de Rookie de l'année en 1974, et l'année suivante, c'est carrément Bob McAdoo qui finit MVP. Sur ces 2 saisons-là, avec DiGregorio et McAdoo, les Braves font les playoffs pour la première fois, mais ne dépassent jamais le 2e tour. En fait, on est sur le schéma assez classique d'une nouvelle équipe qui commence petit à petit à se structurer et à se rapprocher de la moyenne NBA. C'est rien de très enthousiasmant, mais en quelque sorte, c'est la suite logique de l'histoire. Pourtant, en 1976, le propriétaire des Braves, Paul Schneider, jeune businessman à succès de seulement 39 ans, commence à penser, malgré les succès, au déménagement. Son principal problème vient de la salle des Braves, le Buffalo Memorial Auditorium, que son équipe doit partager avec l'équipe NHL des Buffalo Sabres et avec l'équipe NCAA des Canisius Golden Griffins. Et le pire de tout ça, c'est qu'en fait les Braves sont systématiquement le 3e choix, la 3e roue du carrosse. La NBA doit donc attendre systématiquement que les autres ligues se positionnent pour enfin avoir le choix de placer les matchs des Braves à domicile. La situation devient assez vite intenable, surtout que Paul Schneider finit par rentrer en conflit très rapidement avec les autres propriétaires qui, de son point de vue à lui bien sûr, font tout pour le pourrir la vie. À ce stade, il n'a plus que 2 solutions. Construire une nouvelle salle ou vendre l'équipe. Et puisque Schneider n'a absolument pas les moyens de se lancer dans un chantier de cette ampleur-là, il se retrouve donc dans l'obligation de trouver un repreneur. En juin 1976, il croit avoir trouvé une issue en passant un accord avec Ervin Cowan, qui possède plusieurs hôtels en Floride. Schneider lui vendrait les Braves pour 6,1 millions de dollars et l'équipe serait alors immédiatement déménagée à Miami. Mais tout de suite, c'est la ville de Buffalo qui bloque la transaction et saisit la justice. Elle réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts si la vente se conclut, argumentant que sans l'exploitation de l'auditorium et la programmation des matchs, la viabilité économique du territoire de Buffalo serait affectée. Alors évidemment, la vente échoue et Paul Schneider choisit même à contre-cœur de renouveler son bail avec l'auditorium pour 15 ans. On revient donc à la situation de départ, mais une toute petite ligne dans le nouveau contrat va tout changer. Cette nouvelle petite ligne dit que si les Buffalo Braves ne vendaient pas 5000 abonnements par saison, le bail pourrait être annulé à tout moment. Et c'est le moment de notre histoire de se débarrasser de Paul Schneider, qui vend immédiatement dans la foulée ses parts de la franchise à l'homme d'affaires John Y. Brown Jr.
ancien propriétaire des Kentucky Colonels en ABA. Et avant que je parle de sa gestion des Colonels, il faut que je précise que John Brown est également connu pour avoir joué un rôle dans l'empire KFC, la chaîne de restauration rapide créée par le colonel Sanders. En fait, même si le concept KFC existait avant lui, Brown a contribué à sa transformation d'un modèle de restauration traditionnel à un modèle de restauration rapide basé sur les franchises qui se sont déployées sur tous les États-Unis avant de s'étendre à l'international dès la fin des années 60, ce qui a donné le KFC qu'on connaît aujourd'hui. Brown, dans la manœuvre, va énormément s'enrichir et en 1971, il revend ses parts de KFC pour 284 millions de dollars. Avec cet argent, il va donc acheter les Kentucky Colonels, avec qui il va avoir du succès, puisqu'il va remporter le titre ABA en 1976. Mais à partir de là, Brown va enchaîner les mauvaises décisions. Il nomme sa femme à la tête du conseil d'administration. Il s'implique dans le choix des recrues et choisit par exemple de trader sa superstar Dan Issel dans le seul but de faire des économies alors que les Colonels étaient champions en titre. Mais surtout, en 1976 a lieu la fusion entre la ABA et la NBA, ou plutôt l'absorption de l'ABA par la NBA. Et alors qu'il reste 6 équipes de ABA, la fusion a prévu d'en sacrifier 2. Et là où chaque propriétaire défend son équipe jusqu'au bout pour survivre et intégrer la NBA, John Brown cède aux sirènes de l'argent et accepte sans négocier 3 millions de dollars pour purement et simplement enterrer les Kentucky Colonels. Et c'est précisément avec cet argent que John Y. Brown va racheter les Buffalo Braves à Paul Schneider. Brown, il est tout à fait conscient des difficultés des Braves et a pris connaissance de cette fameuse petite ligne du contrat. En fait, dès sa prise de fonction, il considère l'équipe non pas comme une entité sportive, mais bien comme un actif financier à valoriser. Et donc, très logiquement, en 2 saisons, il va détruire ce qu'il reste des Braves. Déjà, il a dealé avec Paul Schneider que chaque vente de joueurs servirait à réduire la dette qu'il avait contractée auprès de lui lors de l'achat de la franchise. Alors, il va se débarrasser rapidement de pas mal de joueurs, et plutôt des bons. Il commence avec Moses Malone, futur triple MVP, qu'il envoie à Houston après seulement 2 matchs et 6 minutes de jeu. Puis, en décembre 1976, c'est Bob McAdoo, le MVP, qui part chez les Knicks contre le role-player John Galliani, mais surtout un gros paquet de cash. Et puis à la fin de l'année, l'une des seules satisfactions de la saison, Adrian Dantley, nommé Rookie de l'année, est échangé aux Pacers contre Billy Knight, qui ne restera qu'1 an à Buffalo. Et puis le même jour, Brown se sépare de George Johnson pour récupérer un Nate Archibald blessé qui ne portera jamais le maillot des Braves. En 76-77, Buffalo ne va gagner que 30 matchs et va connaître 3 entraîneurs cette saison-là. Tate Slock sera viré après 46 matchs et 30 défaites. Le GM Bob McKinnon fera le lien pendant 7 matchs avant que Joe Mulaney finisse la saison comme intérimaire en roue libre. Pour la NBA et la ville de Buffalo, le message est clair. Les Braves ne valent désormais plus rien et John Brown réussit même l'exploit de dégoûter ses propres fans. La barre des 5000 abonnements n'est pas atteinte à la fin de cette saison 77 et il est donc en capacité de déménager son équipe librement. Revenons-en maintenant aux Celtics. Eux aussi ont changé de propriétaire sur cette fin de décennie 70. Leur nouveau propriétaire s'appelle Irv Levin. Levin est propriétaire des Celtics depuis 1975. Et comme on l'a dit après le titre de 76, c'est une période de transition qui s'ouvre chez les Celtics. Mais à Boston, ces résultats mitigés ne sont pas au goût du public, qui prend immédiatement Irv Levin en grippe. Il faut préciser que Levin, c'est un homme d'affaires originaire de Californie, ce qui n'arrange pas vraiment les choses. Le public le voit comme un businessman pas du tout impliqué, et Levin finit par être sifflé par le public du Garden à chaque apparition, notamment lors d'un épisode célèbre, lors du dernier match de la saison 78, quand Irv Levin s'est fait huer par la foule au moment de célébrer la retraite de la légende John Havlicek. Rapidement, Levin commence à se dire que Boston, ce n'est pas pour lui, et lui vient l'idée un peu étrange de déménager l'équipe. Parce que, outre le basket, Irvin a un pied à Hollywood où il produit des films, et en fait son souhait à lui, c'est de déplacer la franchise sur la côte ouest, idéalement chez lui en Californie.
Mais les Celtics ne sont évidemment pas une franchise comme les autres et la NBA met immédiatement son veto à la volonté de Levin. Non, les Celtics n'iront pas à l'ouest. Il en va quand même de l'intégrité historique de la NBA. Les Celtics, c'est un acteur majeur de la tradition de la ligue. Et c'est à ce moment-là que John Y. Brown et Irv Levin vont se rencontrer. John Brown cherche à déménager les Braves de Buffalo et les deux hommes pensent que si la NBA s'oppose effectivement à déplacer les Celtics, elle fera beaucoup moins d'histoire pour les Braves qui n'ont jamais vraiment connu le succès. La voilà la solution. John Brown propose à Levin d'échanger leur franchise, comme on pourrait le faire pour un joueur. Brown donnerait à Levin les Buffalo Braves, qu'il sera ensuite libre de déplacer en Californie, et en échange, Brown récupère les Boston Celtics. Le deal a l'air fou dit comme ça, mais il est tout à fait vrai. À l'époque, la transaction est même encadrée par un jeune avocat de la Ligue nommé David Stern, qui deviendra ensuite commissionneur de la NBA. C'est même Stern qui a eu l'idée de cet échange en s'inspirant de la NFL, quand Carroll Blossenblum, propriétaire des Baltimore Colts, avait échangé sa franchise avec celle de Robert Hirsey, propriétaire des Rams, en 1972. Alors, le 7 juillet 1978, les deux franchises sont échangées et la NBA, par 21 voix pour et une contre, valide de suite le déménagement des Braves, direction San Diego en Californie, où ils deviennent immédiatement les San Diego Clippers, futurs Los Angeles Clippers. Alors, est-ce que les franchises ont vraiment été échangées ou est-ce que ce sont simplement les propriétaires qui ont changé de bureau ? Bon, clairement, les Clippers ne sont pas devenus d'un coup titulaires des 13 titres gagnés par les Celtics, mais si on parle d'échange de franchise, c'est parce que Brown et Levin ont fait quelques manigances au moment de se passer leur équipe. Il y a notamment tout un tas de joueurs qui sont passés de Boston à Buffalo et vice-versa. Cet été-là, Kevin Kunnert, Kermit Washington, Sidney Wicks et Freeman Williams des Celtics ont été envoyés chez les nouveaux Clippers contre Nate Archibald, Marvin Barnes, Billy Knight et 2 futurs tours de draft. 7 joueurs impliqués, 2 tours de draft, bref, à la reprise de la saison 78-79, les Clippers ressemblaient beaucoup aux anciens Celtics et Boston avait quelques airs de Braves. D'ailleurs, on peut faire un point sur les conséquences de cet échange côté Celtics. Rapidement, c'est clair, John Brown n'a pas eu le nez creux. Nate Archibald, ancien MVP, se remettait d'une grosse blessure qui lui avait fait rater toute la saison 78. Knight était un gros scoreur mais un horrible défenseur. Quant à Marvin Barnes, ancien star ABA, il était complètement dépendant à la drogue. Dit plus clairement, les Celtics ont en fait lâché 4 joueurs très honnêtes pour 3 énormes risques. Et le pire dans tout ça, c'est que Brown avait fait ses échanges sans consulter la légende locale Red Auerbach. Rapidement, Auerbach et Brown se sont détestés, au point que Brown a rapidement cherché à dégager Auerbach de la tête de l'équipe. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, et Auerbach est resté en poste, mais John Brown a continué à s'immiscer dans les affaires de l'équipe en recrutant, en février 1979, son ancien joueur des Braves, Bob McAdoo, en échange de 3 futurs premiers choix de draft que Red Auerbach avait prévu d'utiliser dans la future reconstruction des Celtics. Car oui, en juin 1978, juste avant le trade Boston-Buffalo, a eu lieu la draft, lors de laquelle Red Auerbach a utilisé le 6e choix pour sélectionner un jeune joueur d'Indiana State, un certain Larry Bird. Bird est resté en NCAA pour la saison 78-79, mais Auerbach savait déjà qu'avec lui, les Celtics allaient retrouver les sommets. Mais bon, en attendant, la saison 78-79 des Celtics est une catastrophe. Au bout de 14 matchs et seulement 2 victoires, le coach Tom Sanders est renvoyé par Brown, et le nouveau propriétaire n'engage même pas de nouveau coach, demandant à Dave Cowens de faire l'entraîneur-joueur pour la fin de la saison. John Brown humilie également la légende Jojo White, qui avait demandé de partir chez un contender pour la fin de sa carrière, en l'envoyant chez les très mauvais Warriors. Bref, la situation n'est plus tenable, surtout que Brown n'a pas le soutien du public qui s'est rangé derrière Red Auerbach. Après une seule saison et un horrible bilan de 29 victoires pour 53 défaites, John Brown vend ses parts à son associé Henry Magorian, un homme de l'ombre qui laissera Red Auerbach seul aux commandes.
En 1978, les Boston Celtics ont donc vraiment failli disparaître. Leurs propriétaires voulaient les déménager et sans le veto de la NBA, ils seraient devenus une toute autre franchise. Au lieu de ça, nous avons eu droit au tout premier échange de franchises entre deux propriétaires qui, s'ils n'ont pas échangé leur histoire ou leur titre, ont quand même échangé la moitié de leurs joueurs, changeant le paysage de la ligue cet été-là. Mais si cette histoire entre les Celtics et les Braves n'est finalement qu'une note dans la grande histoire de Boston, c'est principalement parce que l'ère Larry Bird a commencé juste derrière. Que se serait-il passé si les villes avaient également échangé les droits de Bird à Buffalo, ou si Red Auerbach avait décidé de ne plus travailler avec John Brown? Personne ne le sait, mais l'histoire de Boston aurait pu être très différente. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le faire découvrir à un proche et de lâcher vos 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est essentiel pour faire vivre ce podcast. À très bientôt pour un prochain épisode de Mémoire de Ballers.